messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres. Explosion ce matin dans le quartier Tonnelet à Tours. Il s'agit d'un engin explosif artisanal qui avait été posé devant l'espace petite enfance. La police a ouvert une enquête. Elle soupçonne des adolescents désœuvrés du quartier qui n'en seraient pas à leur premier coup. Des agriculteurs en colère, surtout des éleveurs, à l'appel de l'UDSEA. Ils se sont rassemblés ce midi devant la préfecture d'Indre-et-Loire. Motif de leur colère, la hausse des cours des céréales qui entraîne une augmentation de leur charge alimentaire, mais qu'ils ne peuvent pas répercuter sur le prix du lait. Ils réclament 2 à 3 centimes d'augmentation par litre. Et puis le Tour Volleyball qui continue sa phase de play-off ce week-end. Les demi-finales du championnat, ça commence ce soir à 20 h et c'est à la salle Grenon face à Narbonne. On ouvre donc ce journal avec cette explosion aujourd'hui au petit matin devant l'espace petite enfance du quartier Tonnelet à Tours. Personne n'est visé, mais certainement des adolescents désœuvrés. Il s'agit d'un engin explosif artisanal. Ce n'est pas la première fois dans le quartier. La police a ouvert une enquête. Yanis Matisse. Peu avant 7 h ce matin, un engin explosif artisanal éclate au pied de cet arbre, rue Baugé à Tours. À quelques mètres seulement, l'espace petite enfance du quartier Tonnelet-Confetti. L'explosif est en réalité une bouteille en plastique dans laquelle est mélangé acide chlorhydrique et nitrique, ainsi que de l'aluminium. La police soupçonne plusieurs adolescents d'être à l'origine de cette explosion qui n'a heureusement fait aucun dégât. La directrice de la crèche, qui n'a pas souhaité être filmée, nous a confié que d'autres incidents comme celui de ce matin ont eu lieu la semaine dernière. La sûreté départementale a ouvert une enquête. D'après les premiers éléments, ces engins explosifs ne visent personne et serviraient seulement à faire du bruit. Les jeunes, eux, s'inspireraient des modes d'emploi trouvés sur Internet. Dans l'actualité également, cette manifestation d'agriculteurs ce midi devant la préfecture d'Indre-et-Loire. Ils répondaient à l'appel de l'UDSEA. Dans les revendications notamment, il y a l'augmentation des cours des céréales. Celle-ci a un impact direct sur les charges alimentaires des éleveurs qui augmentent à leur tour, mais qui pour le moment n'est pas répercuté sur le prix du lait. Les éleveurs demandent 2 à 3 centimes de hausse du prix du litre de lait. L'incidence des charges sur l'exploitation, c'est de l'ordre de 10 000 euros à peu près de revenus. On essaye de produire sur l'exploitation des céréales qui normalement nous coûtent un peu moins cher. Donc en fait on essaye de pallier techniquement cette hausse des aliments globalement en achetant un petit peu moins. Et de l'autre côté en essayant de les produire sur exploitation, ce qui globalement après se traduit sur exploitation par des surfaces de vente aussi qui sont en moins, ce qui fait que le bilan n'est pas positif. Les suites du procès de cette étudiante poignardée en février 2011, place Jean Jaurès, deuxième jour aujourd'hui aux assises d'Indre-et-Loire. L'accusé, un étudiant de 23 ans qui aurait mal pris le fait que la jeune femme fréquente un autre homme. Il se livre peu, difficile donc de déterminer s'il y a eu préméditation ou pas. Aurélie Renaud. L'accusé le répète, il aimait la victime et n'a jamais supporté le fait que cette dernière l'ignore. Je faisais une fixation, j'étais sûre que Sandia faisait le mauvais choix avec cet autre garçon. Dans le box des accusés, Selza Capella-Bunga explique que le jour du drame, il voulait juste faire peur à la jeune fille. Je voulais l'intimider, j'étais dans une impasse. Des mots qui reviennent en boucle. Durant ces 2 jours de procès, l'accusé semble incapable de faire des réponses précises. Son ton est monocorde, le jeune homme n'a pas l'air de comprendre la portée de son geste, ni même la peur qui a peu à peu envahi la jeune fille bien avant le drame. En effet, Selzo Capella-Bunga lui avait envoyé des menaces de mort sur Facebook. Il avait même maculé la porte de son appartement d'excréments. Des faits qui ne concordent pas avec la personnalité si timide et introvertie que tout le monde décrit. À l'énoncé des faits, il répète encore « J'étais dans une impasse ». Le procès patine et l'avocat général hausse le ton. « Pourquoi avez-vous pris ce couteau ?» Pas de réponse. L'avocat de la partie civile renchérit. « Pourquoi êtes-vous passé du coup de foudre au coup de couteau ?» Pas de réponse. Et enfin, « Je voulais l'atteindre ». À la barre, quand la victime évoque ses séquelles physiques, mais aussi psychologiques, l'accusé éclate en sanglots. Et le verdict est attendu tard ce soir ou dans la nuit.
6 personnes placées en détention provisoire aujourd'hui après avoir été présentées en comparution immédiate au tribunal de Tours. Leur jugement a été renvoyé à plus tard. Il s'agit de ces personnes impliquées dans une affaire de vol et recel en bande organisée. Nous vous en parlions hier. Des produits cosmétiques, alimentaires et de l'alcool volés dans des supérettes ou supermarchés et ensuite revendus chez un épicier de Tours. Les gendarmes ont pu résoudre cette affaire grâce à l'appel d'un civil de Toxigny, témoin d'une tentative de cambriolage. Sabrina Meloult. Il aura fallu seulement 3 mois aux effectifs de la gendarmerie pour interpeller un receleur français et 6 géorgiens. Une population itinérante, comme on l'appelle ici, qu'il faut donc arrêter le plus rapidement possible. Surveillance, filature, écoute téléphonique. Les officiers de la police judiciaire et de la police nationale se concertent 24 heures sur 24 avec la gendarmerie pour résoudre l'enquête. 4 enquêteurs de la brigade de recherche et de la cellule d'appui judiciaire de Tours ont travaillé sur ce phénomène en faisant appel à des unités spécialisées telles que la brigade d'observation et de surveillance et ont déterminé, en rapport également avec les services de police de Tours avec lesquels les échanges ont été fructueux, ont pu déterminer l'activité réelle et les filières d'écoulement de l'ensemble des marchandises qui étaient dérobées. Denrées alimentaires, alcool, cosmétiques ou encore friandises, tout était revendu à un épicier tourangeau, propriétaire d'un autre commerce à Paris. Ce qui a été retrouvé, qui est évalué à peu près à 16 500 €, c'est le produit estimé par les enquêteurs d'une semaine de travail de cette bande de Géorgiens qui commettaient ces vols à l'étalage. Ce qui veut dire que c'est de l'ordre de 60 000 € par mois de préjudice, total. Déférés devant la justice ce matin, 6 ont été placés en détention provisoire. Une jeune femme a été remise en liberté. En bref, 27 enfants intoxiqués dans le Loir-et-Cher à Ozoer le marché ce matin. Ils étaient sur un terrain de sport lorsqu'il s'est produit un dégazage de citerne. De la chaux éteinte a été répandue, ce qui a occasionné quelques gènes respiratoires. Aucun enfant n'a été transporté à l'hôpital. Les chiffres de la sécurité routière en Indre-et-Loire au mois de mars, le nombre de tués a baissé de près de 10% par rapport à mars 2012. Cela représente 5 morts en moins, mais le nombre d'accidents, lui, est en hausse, plus 12%. Et faites attention, si vous circulez à Tours lundi, les essais du tram arrivent en centre-ville. Le tram fera donc son entrée rue Nationale. Pour l'instant, il sera juste remorqué pour rejoindre la gare de Tours, à partir de laquelle des essais seront entrepris sur la partie sud de la ligne. Toujours en bref, la Banque alimentaire organise sa traditionnelle collecte ce week-end. Une soixantaine de magasins concernés, par exemple en Indre-et-Loire. La Banque alimentaire qui a particulièrement besoin de lait UHT cette année, mais aussi du café, des petits pots pour bébés ou encore des conserves de fruits. Le sport et le TVB qui entament ce soir à Grenon à 20 h les demi-finales du championnat de France. Narbonne, qui a fini 5e de la saison régulière, se présente donc face au volleyeur tourangeau, un TVB favori, mais qui se méfie de son adversaire, qui compte dans son effectif le meilleur marqueur de la saison régulière, l'Espagnol Falasca. On voit cela avec Jérôme Malin. Invaincu à domicile en Liga, le TVB espère bien le rester à l'issue de ses 2 premiers matchs des demi-finales qui se jouent ce vendredi et demain à 20 h à Grenon. Narbonne est l'adversaire du jour et pour le TVB, l'équation est simple, gagner si possible les 2 matchs pour aborder le 3e match à Narbonne la semaine prochaine avec sérénité. Nous avons battu Narbonne 2 fois, on finit le championnat avec 11 points d'avance, on vient de gagner la Coupe de France, donc tous les clignotants sont verts, nous n'avons pas de blessés. Voilà, mais maintenant chaque match a son histoire, chaque tour a son histoire, donc chacun a envie d'aller en finale, même Narbonne, donc il faut jouer et gagner. Et même si tous les voyants sont au vert, le TVB n'est pas à l'abri d'un faux pas. Narbonne peut compter sur le pointu espagnol Falasca, qui a fini meilleur marqueur de la phase régulière, et sur Renaud Herp et sur le passeur grec Giorgio Petras, qui tous les deux ont évolué en Italie, considéré comme l'un des meilleurs championnats européens. Alors même si Narbonne est outsider face au TVB, les Audois se présentent à Grenon avec une envie non dissimulée d'y faire un truc. C'est difficile de trouver une chose que Tours fait pas bien. Donc pour nous, le match c'est difficile, mais je pense que nous pouvons faire quelque chose de très bien. Là, c'est demi-finale de championnat de France. Il y a la petite tension qui monte, il y a le petit stress. Mais 2 matchs à la maison, c'est très très important de bien démarrer face à une équipe de Narbonne qui est redoutable.
Redoutable, le TVB peut l'être lui aussi et doit l'être dès ce soir et samedi. Une chose est sûre, si les Konechny, Baranek, Hardy, Dessours, Exiga, Pinero et consorts jouent à leur meilleur niveau, alors la finale du championnat de France ne serait qu'à une petite victoire. Une victoire à aller chercher à Narbonne le week-end du 19-20 avril. On se laisse sur des images du ballet du Grand Théâtre de Genève. C'est à voir ce soir à l'Espace Malraux de jouer les tours. Il s'agit du Spectre de la Rose sur une musique de Carl Maria von Weber et les Sylphides sur la partition de Frédéric Chopin, ainsi réactualisée par Benjamin Millepied. Le Spectre de la Rose, les Sylphides, deux œuvres majeures du répertoire des légendaires ballets russes. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, on parle d'Anticorps avec son représentant local. Il s'agit de Pierre Commandeur. Restez avec nous.